Au cours de ce printemps que nous avons consacré à l'Europe, la question des migrants est revenue très très souvent dans nos reportages, bien sûr, ceux que vous avez entendus toutes les semaines de nos collègues qui sont allés un peu partout sur le continent européen, et puis dans les entretiens que j'ai eus avec plusieurs de nos invités également. Ça fera pas exception au cours des prochaines minutes parce que l'écrivain, romancier, essayiste Patrick Chamoiseau publie au Seuil un ouvrage aussi percutant qu'il est court, intitulé Frères migrants. Ce Patrick Chamoiseau est frère migrant lui-même, un peu à sa manière finalement, et dans les studios de Fort-de-France en Martinique. Monsieur Chamoiseau, bonjour. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un livre court en 18 courts chapitres, mais j'allais dire c'est autant de coups de semonce pour tenter de réveiller une partie de l'humanité qui est bien endormie. Il y a comme un sentiment d'urgence dans votre écriture, là. Il y a un sentiment d'urgence, il y a beaucoup d'indignation, et puis il y a surtout la volonté non pas de dénoncer ou de donner des leçons ou d'accuser qui que ce soit, mais véritablement d'essayer d'abord de dégager des perspectives selon une poétique. Et cette poétique, c'est celle d'Édouard Glissant, qui opposait à la mondialisation économique une autre forme de mondialisation, une autre forme de présence au monde qu'il appelle la mondialité. Et avec cette idée de mondialité, il a tout un concept ou un poécept, puisqu'il se déclarait plus poète que scientifique, donc ce sont des poéceptes. Il parlait de cette idée de la relation, d'une poétique de la relation. Et ce qu'on sait finalement de l'évolution de nos consciences politiques, c'est que si pendant de très très longues années et dans l'histoire de l'humanité, l'économie a toujours accompagné la constitution des communautés, des clans, des tribus, des nations et des empires, ce qui s'est produit à un moment où le capitalisme a pris son essor de manière un peu absolument hégémonique, c'est que l'économie s'est détachée de tout le système symbolique qui lui accompagnait toute la dimension humaine de ces relations. Ce qui fait que l'économie s'est imposée non seulement à la totalité de la vie en société, mais elle s'est imposée à l'imaginaire politique. Et aujourd'hui, lorsqu'on a des milliers de personnes qui tous les jours meurent en Méditerranée, on oppose à ce drame, à cette catastrophe, à cette barbarie, on oppose des logiques qui sont des logiques très très largement économiques et qui ne permettent pas de trouver des solutions. C'est là que le politique intervient, c'est-à-dire que plutôt que de donner des pensées de système ou des systèmes de pensée ou des rationalisations qu'on a déjà données, je pense que c'est le moment de libérer des lucioles, de lâcher des essaims d'images, de couleurs, de saveurs, de sensations, d'indignation, de révolte et puis je dirais, d'utopie. Oui, pour enlever un peu ces croûtes qui se sont posées sur nos yeux, parce que il y a un très beau chapitre intitulé La paix néolibérale, où vous dites on a tellement fait l'éloge de la mondialisation, de la globalisation, du capital triomphant, etc. Tout va formidablement bien. Et là, vous ajoutez, je citerai pas en entier, mais il y a un moment où vous dites, bien sûr, il y avait ces archaïsmes barbares qui surgissent encore, persistance coloniale sans colonisation, imaginaire fossile mal décolonisé, tuerie aveugle de drones qui distinguent plus entre la guerre et la police, exécution d'État, etc., etc., impunité israélienne des espérances de Palestine, dictature experte en armes chimiques et posée en rempart contre l'islamisme, et vous concluez en disant, il ne pouvait pas nous faire oublier que nous étions en paix. Oui. C'est-à-dire qu'on a tendance, je crois que c'est Michel Serres que j'avais entendu dire que il ne faut pas exagérer, considérer la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une tranquillité, nous sommes en paix, on peut sortir dans la rue sans se faire égorger. Quand on compare le nombre de morts ou d'agressions dans le siècle dernier et ce qui se produit aujourd'hui, on peut dire que finalement nous sommes dans un temps béni. Et c'est vrai que la construction de la vie politique à la fois nationale et internationale qui s'est faite autour du commerce, du marchandage, de la consommation, du pouvoir d'achat, du développement des grands marchés, a écarté les archaïsmes barbares ou les archaïsmes
véritablement un peu archaïques, quoi. Mais restent quand même des formes de barbarie qui sont insidieuses. On voit dans toutes les villes la progression des SDF, on voit comment il y a des décrochages sociaux, on voit la progression des précarités en ce qui concerne l'emploi, on voit tout un développement de catastrophes très insidieuses qui finalement, lorsqu'on les associe et qu'on les relie entre elles, qui finalement créent une nouvelle barbarie qui est la barbarie néolibérale. Et cette barbarie-là, elle n'a devant elle aucun adversaire dans la mesure où l'imaginaire politique qui est censé s'occuper de l'humain et créer un rempart, l'imaginaire politique est complètement soumis au dogme du tout profit et au dogme du libéralisme. D'ailleurs, ça devient ce côtoiement avec la barbarie prend toutes sortes de visages. Vous dites, il y a bien des pays pauvres qui accueillent tant bien que mal des migrations massives, hein, on le sait, alors que les États-nations d'Europe préfèrent dire à la vie qu'elle ne serait pas assez. Alors que les Européens ont tant migré, eh ben aujourd'hui, ils veulent que tout le monde reste chez eux. C'est paradoxal, mais c'est un peu gênant. En plus, c'est comme un oubli, en fait. C'est comme un oubli de l'histoire du monde. Si on passait l'histoire de l'humanité ou l'histoire de la planète en accéléré, une fois que Sapiens apparaît en Afrique, on s'aperçoit qu'il se met à courir dans tous les sens et à se déplacer, à passer les océans, les montagnes, les glaciers, les déserts. Rien n'a pu arrêter les migrations de Sapiens. Donc toute l'histoire des cultures, des civilisations, des sociétés que nous connaissons, tout notre imaginaire humain est fondé à partir de processus qui sont des processus de migrance, de questionnement, de curiosité pour l'horizon. Donc à la base, bien sûr, il y a des nécessités, mais à la base de l'imaginaire humain, il y a ce goût de l'horizon, ce désir de l'ailleurs, cette volonté d'aller voir ce qu'il y a au-delà de la chaîne de montagne, au-delà de la ligne du désert, etc. Et ça, on l'a oublié. Et aujourd'hui, le capitalisme, le néolibéralisme veut nous faire croire qu'on est définitivement assigné à un territoire, à une langue, à une culture, à un espace et qu'on ne peut plus bouger. Et que les seules choses qui auraient le droit de bouger, ce seraient les capitaux et les services. Non. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'envisager un monde beaucoup plus humain et pour qu'un monde devienne beaucoup plus humain, il faut qu'il rejoigne un peu son humanité fondamentale et cette humanité fondamentale fait que le sang de la terre, l'irrigation, le déplacement des inventions, la rencontre des créativités, des imaginaires, la fécondation des langues, la production de savoir-faire, de savoir-être a toujours été accompagnée de rencontres, de contacts, d'échanges, etc. Donc on ne peut pas stopper ça. Si on stoppe ça, si on essaye de stopper l'immigration et si on continue à laisser les frontières devenir des guillotines, on est en train de dessécher la totalité de la planète. Et ça, c'est une aberration. Ce serait un peu facile, Patrick Chamoiseau, de mettre toute la responsabilité sur nos gouvernants ou même nos États, à la limite. Hein. Nous sommes constitués en groupes communautaires plus ou moins grands, fédérés ou pas, mais en même temps, et vous avez là-dessus une page qui est tellement intéressante et éclairante. Vous prenez l'exemple de l'élection du président américain Donald Trump et vous dites que son élection, en fait, a commencé bien avant ce jour de novembre de l'année dernière où il a été élu. Vous dites qu'il a commencé dès le premier migrant naufragé avec sa famille dans une mer d'indifférence et s'est poursuivi cette élection au fur et à mesure que des bateaux se retournaient sur eux-mêmes dans la Méditerranée ou ailleurs, parce que ces cas de migrants qui meurent dans toutes sortes de circonstances terribles sont nombreux et pas seulement dans cette région-là du monde. Et vous dites, dans le fond, Trump, il est là d'une manière ou d'une autre dans ce que nous acceptons ou ce qui nous indiffère ou qui nous semble normal. Donc, dans nos lâchetés habituelles, nos petites ombres qui s'accumulent, si Trump surgit dans tous les horizons, c'est qu'il gisait déjà bien installé en nous. Ah oui, ça c'est le signe assez classique. Hein. Lorsqu'une barbarie s'installe et devient visible, c'est qu'elle était déjà là, rampante, insidieuse, et qu'elle avait d'une certaine manière rempli tous les dessous de lit, tous les placards et tous les coffres. Et il est évident qu'on assiste à quoi? Le fait que des sociétés hyper développées et même qu'une conscience mondiale puisse accepter que des milliers de personnes puissent mourir comme ça chaque mois, chaque année, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est décidé
desséchés dans les systèmes de représentation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vision du monde, dans notre perception de nous-mêmes, dans la hiérarchie que nous établissions entre nos différents principes, notre éthique. Il y a quelque chose qui, dans notre esprit, s'est complètement racorni. Et ce raccornissement, il vient de loin. Il vient de quoi fondamentalement? Il vient de l'idée que l'économie étant devenue finalement l'objet de notre grand désir, le pouvoir d'achat, c'est véritablement ce qui pour nous va nous réaliser. Tout le reste qui fait partie de l'humain est complètement délaissé par le politique, et toute la dimension culturelle qui est à la base de la démocratie, parce qu'à la base de la démocratie, il y a quoi? Il y a le vote d'un individu, il y a le niveau de conscience et de connaissance d'un individu. Et si on ne fait plus de culture, si le discours politique est essentiellement à 90% de l'économie, tout le reste, tout ce qui concerne le poétique humain, la bienveillance, la solidarité, le partage, la fête, l'amour, ce sont des mots qu'on ne trouve plus dans les discours politiques. Tout ce qui fait l'humain est laissé de côté. Quant au culturel, en termes de créativité, mais aussi en termes de savoir-vivre, comment je vis dans mon quartier, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ce quartier, qu'est-ce que ça signifie que de vivre ensemble, qu'est-ce qu'une vie, qu'est-ce qu'une ville, etc. Ce sont des questions qui sont aujourd'hui délaissées très largement par le hit-parade politique et qui fait que progressivement, il y a un appauvrissement de notre esprit, un appauvrissement dans notre imaginaire et finalement une coupure avec le vivant. Et cette coupure avec le vivant se traduit par le fait que des milliers de personnes meurent et qu'on ne voit pas le rapport avec nous-mêmes et qu'on a l'impression qu'il faut fermer les portes et les fenêtres pour nous sauver et pour garantir je ne sais quelle quiétude consommatrice. Alors qu'il faudra encourager, embrasser, faire se multiplier ceux qui lisent dans le monde. C'est le titre d'un de vos chapitres. Oui. Et là, vous convoquez dans votre page où vous nommez plusieurs de vos favoris. Alors, c'est un groupe assez réjouissant, justement, qu'on a envie d'aimer. Alors, ça va de Glissant, que vous évoquiez tout à l'heure, qui est un peu votre maître à penser. Mais ça va à Pasolini, à Edgar Morin, à Césaire, bien sûr, on s'en doutait. Mais Garcia Marquez, Rabelais, tiens, on change de génération pas mal. Oui, Rabelais, oui. Pourquoi Rabelais, d'ailleurs? Rabelais, c'est la puissance du langage dans la langue. Oui. Rabelais, lorsqu'il écrit, les langues ne sont pas encore devenues verticales, elles sont encore horizontales. Ce qui fait que Rabelais déploie une liberté créatrice, une sorte de fête infinie dans la langue qui nous manque aujourd'hui. Alors, s'y ajoute Miles Davis. Oui, sa musique est peut-être mot, en tout cas dans bien des cas, ça parle beaucoup, ça c'est sûr. Bob Marley et Moustaki sont aussi du nombre, comme Brassens et Rilke que vous évoquez en dernier. Et tout ce beau monde-là, sans les nommer, dans le paragraphe qui suit, en fait, dans le dernier chapitre, cette déclaration des poètes, qui est une série de dénoncés qui pourraient être signés collectivement, mais que vous signez de votre propre plume. C'est ça qu'on devrait voir au fronton des mairies, au-dessus des Assemblée nationale, finalement. Oui, moi je pense que c'est vrai que depuis les grandes tueries des grandes guerres, on a eu ce souci de l'humain qui se perd un petit peu aujourd'hui et qu'on a eu ces grandes déclarations de protection sociale, l'apparition de l'État-providence et puis quand on voit la série des chartes et des conventions qui existent pour toutes sortes de protections, on est quand même fasciné. On se dit qu'il y a une conscience humaine qui, du point de vue du droit, a très très largement fonctionné. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut ajouter un autre droit qui est un droit poétique. Un droit au poétique de la vie, un droit au poétique de l'existence et un droit poétique à la fréquentation du monde. Glissant appelait ça cette idée de la mondialité. Parce qu'effectivement, pour lutter contre la mondialisation économique, on a tendance à fermer les portes et les fenêtres, alors qu'au contraire, il faut les ouvrir. Il ne faut pas leur laisser le monde. Il faut que nous vivions le monde. La littérature aujourd'hui est une littérature monde. La peinture, la pensée, ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire en dehors du monde. Donc la mondialité est le socle aujourd'hui de ce que l'humain peut avoir de plus créatrice et de plus audacieux. Et l'utopie, c'est véritablement le nouvel oxygène dont nous avons besoin pour faire quoi? Non pas pour essayer de véritablement retrouver ce vivre ensemble communautaire que nous avions connu dans les anciennes sociétés, mais essayer de tenter le vivre en relation. Vivre en relation, c'est vivre dans une fluidité territoriale, une fluidité culturelle, une fluidité musicale. C'est véritablement improviser des plénitudes individuelles. Ce n'est pas imposer du collectif à un individu, mais c'est d'élever le niveau de connaissance et de conscience de chaque individu jusqu'à
jusqu'à ce que l'impératif de solidarité, de bienveillance, de partage s'impose à lui. Chaque fois qu'un individu devient indifférent à l'autre, chaque fois qu'il se ferme, chaque fois qu'on a la montée de l'extrême droite, c'est qu'on a une maladie de l'individuation. Au contraire, chaque fois que la politique publique a pris soin de l'individu et a élevé le niveau de conscience et de connaissance au plus haut degré possible, à ce moment-là, renaît ce qui fait l'humain, la bienveillance, la solidarité, le partage. Et quand je regarde toutes ces prises de position spontanées, tous ces êtres humains qui se portent auprès des migrants, pas les institutions, pas les États, pas les grands organismes transnationaux, mais des êtres humains qui viennent avec du café, qui viennent avec des croissants, qui amènent de quoi écrire, qui les accompagnent pour les démarches administratives, qui essaient de se glisser entre les matraques policières et eux. Tous ces individus qui pour moi sont des lucioles, c'est extraordinaire. Ça nous montre que cette lueur d'humanité, cet accueil spontané fait partie de la conscience humaine et que ce sont les politiques aujourd'hui qui freinent, ce sont les institutions qui freinent, c'est l'imaginaire desséché des institutions et des organisations étatiques qui aujourd'hui freinent ce qu'il existe spontanément en termes d'accueil au niveau des êtres humains. Ils sont des milliers aujourd'hui à se porter auprès des migrants. Alors ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de construire ce qui n'est pas spontané, c'est-à-dire l'hospitalité. L'hospitalité se construit et elle se construit par des politiques publiques. Alors nous avons besoin de nouvelles politiques d'hospitalité nationale, mais nous avons fondamentalement besoin d'une grande politique d'hospitalité à l'échelle mondiale. Et de déclarer un droit que vous n'avez pas évoqué tout à l'heure, le droit à l'asile poétique. Ah bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, qu'on puisse permettre à un individu de choisir sa terre natale. La terre natale, c'est pas pour moi l'endroit où l'on est. La terre natale, c'est l'endroit où on se réalise. Et quand on voit surtout dans votre pays, au Canada, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réalisés au Canada, qui sont nés ailleurs, mais qui se réalisent. La terre natale, c'est l'endroit où on réalise ses rêves. C'est l'endroit où, d'une certaine manière, on atteint son plus haut degré de connaissance, de conscience et de solidarité avec le reste du monde. La terre natale peut se choisir. La langue peut se choisir. On peut choisir son Dieu. On peut choisir sa structure familiale. On peut choisir énormément de ce qui constituait, je dirais, les grands marqueurs des corsets communautaires symboliques, mais ça, on le fait de manière solitaire et on le fait avec le maximum de conscience, de connaissance, de sensibilité et le maximum de poétique. Et c'est pourquoi les politiques publiques liées au culturel sont absolument fondamentales et que la parole culturelle, la créativité, la place des artistes, la vision des artistes doivent être aussi importantes que celle des expertises économiques ou autres. Patrick Chamoiseau était dans les studios de Radio France à Fort-de-France, en Martinique, aujourd'hui. Monsieur Chamoiseau, c'était un vrai plaisir de vous entendre. J'espère que la prochaine fois, on pourra se voir face à face. Et merci encore. Ça sera avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.